Alors, bienvenue dans cet nouvel épisode de Nada to Data. Aujourd'hui, je reçois Lewis Jean-Pierre, directeur marketing et stratégie à Multicolor. Multicolor, c'est notamment derrière des festivals bien connus de Montréal comme Igloo Fest, Pique-Nique électronique ou encore Village au pied du courant. Lewis, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un peu plus sur ton rôle chez Multicolor? Merci de l'invitation. Je suis très content d'être là aussi. Écoute, moi, je suis un ancien athlète qui a cherché d'avoir une carrière qui avait la même énergie, et rapidement, tout ce qui était divertissement événementiel. Et donc, j'ai commencé dans le milieu des attractions, et du divertissement. Puis après ça, je me suis dirigé vraiment dans, événementiel. D'abord chez C2, événementiel d'affaires, donc des congrès, mais très expérientiels. Et puis après, chez Multicolor maintenant comme directeur marketing, comme tu l'as dit, qui était vraiment une belle opportunité parce que là, j'avais la chance, du moins j'ai encore la chance de travailler sur plein de marques différentes. Ça veut dire un quotidien différent, des publics différents, et des méthodes, des façons de faire au niveau marketing qui des fois sont similaires, mais aussi qui nous amènent à travailler sur des nouveaux terrains puis de penser différemment. Donc ça, c'est vraiment une chance unique que Justement, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu sais, d'habitude, dans Nada to Data, j'ai l'habitude d'interroger plus des salles ou des musées qui ont une programmation unique, une marque unique. Ça change quoi pour toi dans ton quotidien de travailler sur plusieurs marques plutôt que sur un seul projet? faut pas prendre pour acquis que ce qu'on voit sur une marque, il va être vrai sur une autre, donc il faut se mettre dans différentes postures. Donc on change souvent, en fait, ces éléments-là. C'est-à-dire que on doit se mettre dans un rôle où à chaque fois, on comprend vraiment qu'est-ce que notre marque a à offrir à un public, ou bien qu'est-ce qu'un public recherche et comment on peut le nourrir avec la bonne marque également en termes d'expérience. Donc, on doit se mettre, oui, dans une posture de marque, mais aussi plus grande, qui est celle de Multicolore, puis s'assurer ben, que dans l'ensemble de ce qu'on a comme offre, on couvre ce qu'on a envie de couvrir, mais aussi d'offrir les expériences qu'on veut. Donc, ça amène un quotidien qui est vraiment différent parce qu'une journée, je peux parler d'un sujet d'une audience avec une équipe. Et après ça, on se transpose dans un autre volet complètement. Puis ça nous permet aussi d'aller chercher des univers créatifs quand même qui sont différents. Veux pas, parce qu'on ne va pas reprendre les mêmes codes d'une marque à l'autre. Il faut avoir cette sensibilité-là. Donc, ça nous permet d'avoir une connaissance beaucoup plus approfondie, d'expérimenter un peu plus. Des fois, tu fais un test sur une marque, peut-être que ça ne veut pas dire que c'est la chose à faire là. Ou oui, mais tu peux après ça le prendre et t'en inspirer pour une autre. Donc ça, c'est vraiment le fun d'avoir cette opportunité-là, d'avoir ce bassin large, autant de marques et d'audience pour faire des choses. Moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que j'entends identité. Et en même temps, tu vois, moi qui aime bien segmenter les publics, je me dis que une marque, c'est pas forcément un seul public, ça peut être différents publics. Et comment justement, en fait, on peut avoir différentes marques qui s'adressent à différents publics et comment ça navigue. Je pense qu'il faut vraiment partir de la logique de segment aussi qui existe sur le marché. C'est-à-dire que, il y a les 18-24, il y a les 20 et cetera. On peut les voir de plusieurs façons à Montréal qui veulent s'amuser. On a ces segments-là, puis après, ben, nous, nos marques ont effectivement des offres. C'est dans les segments qui existent, qu'est-ce que nos marques peuvent toucher? Donc une marque peut toucher beaucoup de segments différents, notamment parce que la part, artistique, donc selon les artistes qui sont dans la programmation, va faire varier cette composante-là. Forcément, hein, s'il y a des artistes qui sont plus populaires auprès de jeunes parce qu'ils ont explosé sur TikTok, par exemple, ben forcément, cette fois-ci, l'audience va être différente que si c'est un artiste qui a une plus grande longévité. Tu sais que c'est une expérience iconique d'hiver dans un moment où c'est plate à Montréal en janvier ou même partout au Québec maintenant où on a une présence. Donc, il y a cette valeur expérientielle-là qui vient s'ajouter au niveau de la segmentation, ce qui fait qu'on compose effectivement avec différents publics, mais c'est sûr qu'il y a des cœurs qui sont plus prépondérants, qui sont plus présents selon les marques. Mais du coup, tu sais, on parle de marque, on parle d'artiste. Les deux doivent cohabiter ensemble, mais euh, à quel moment tu t'es rendu compte qu'il y a une marque qui devenait plus forte que l'artiste, en quelque sorte?
Ouais, je pense que c'est la réalité de notamment les cofondateurs qui ont eu cette vision brillante puis cette longévité de ces marques-là, qui fait qu'à un moment ou un autre, avant même que ce soit les artistes qui ont pris les devants, les marques comme Picnic Électronique ou Igloo Fest avaient vraiment un but, un objectif, une raison d'être qui était forte. Tu sais, si je prends Picnic, c'était pour bousculer un peu le cadre traditionnel de fêter le soir puis d'amener ça le jour, le dimanche, dans un moment qui était plus convoité et c'était unique. Et donc, à travers les années, Picnic a joué un rôle incroyable auprès de milliers de personnes dans leur vie. Carrément, hein, c'était comme une activité mémorable qui est un rite de passage. Donc là, il y avait comme un aspect qui n'était pas juste d'aller de la musique, c'était identitaire, carrément, c'était culturel, dans le sens que c'était dans la culture montréalaise et c'est là encore aujourd'hui. Similaire au point de vue d'Igloo Fest. Ce qui fait que, puisque ces marques-là ont eu des historiques très longs, ben, c'est devient des espèces de repères identitaires. Donc là, on veut y aller pour dire qu'on embrasse le froid, par exemple, Mmh. à Igloo Fest. Donc, les gens commencent à s'approprier cette expérience-là. Alors, c'est là qu'on voit que ça devient un peu plus fort. De l'autre côté, c'est sûr que les artistes vont aider à ça. Les artistes vont faire en sorte qu'on va y aller ou pas. Alors, il y a des gens aujourd'hui qui décident de venir, par exemple, à Igloo Fest pour découvrir c'est quoi cette expérience-là parce qu'ils ont vu que tous leurs amis avaient participé à ça. Et de l'autre côté, ben, c'est peut-être parce qu'on a acquis un nouvel artiste qui fait que tu rentres sur la place. Donc, nous, on doit jouer sur les deux tableaux. En fait, ce que je trouve beaucoup avec les festivals, c'est, tu sais que le festival, pour moi, c'est un rendez-vous. Tu sais que tu as ce rendez-vous-là, chaque année, qui est là, qui représente quelque chose, comme tu dis, Gloufest, le pique-nique, le village au pied du courant, ça fait partie de la vie de Montréal. Tu sais, c'est complètement intégré à la ville. Et les articles, moi, je dirais, tu me dis si je me trompe, mais ma perception, c'est le déclencheur. C'est ce qui fait que il y a le rendez-vous, tu sais qu'il est là, mais ce qui va te faire y aller ou pas, ça va être l'artiste. Est-ce que ça fait du sens ce que je te dis ou Ça dépend aussi des marques. ouais, Donc, je vais prendre l'exemple de le pique-nique électronique ouais. le dimanche, le lundi qu'on a cette expérience-là. Tu sais, c'est une belle occasion d'aller entre amis, s'amuser dehors, écouter de la musique en continu. Puis il y a d'autres contextes où, par exemple, Off Picnic Mmh, est une marque où là, vraiment, on reçoit des artistes d'envergure. mmh, Là, la décision elle est très basée sur l'artiste parce que c'est mon artiste mmh. qui vient. Igloo Fest, ben, on a ce mélange hybride aussi, dans le sens que pour beaucoup, ben, c'est l'occasion unique de vivre cette expérience montréalaise. Je pense notamment au tourisme, qui est un volet important. Donc, les gens qui viennent ici et qui viennent pour vivre ça, ce froid hivernal unique qu'on a ici. Mais définitivement, la programmation est un des plus grands déclencheurs d'aller. La marque vient jouer un rôle de garantie par rapport à l'expérience que tu vas avoir. C'est vrai qu'en fait, on va vivre quelque chose et je trouve que ça remet en fait on se retrouve, moi, pique-nique électronique, je trouve que c'est vraiment merveilleux et je trouve que ça reprend du sens dans le fait que, bah, on se rencontre et on se lie autour d'un événement culturel et ça, je trouve que c'est vachement chouette parce que, c'est ce qui fait qu'aussi ça perdure dans le temps. C'est que tu sais non seulement que tu vas avoir un rendez-vous culturel, mais que tu as un rendez-vous avec ta gang, avec tes amis et que tu vas passer un bon moment. C'est ça qui fait qu'aussi, tu sais, on travaille dans ce milieu-là, c'est comme le sport, hein. Tu parlais du sport un peu au début, tu retrouves ta gang et tu sais que tu vas avoir une expérience assez extraordinaire. Exactement. J'ai deux sujets chouchous, mais mon premier sujet chouchou qu'on va aborder ensemble, c'est la fidélisation. Donc, on a parlé un peu de l'expérience, de comment les gens arrivent au festival, quels sont les déclencheurs, mais comment on fait quelque part, comment tu fais pour fidéliser tes publics et fidéliser des publics qui changent de génération, parce que on parlait un petit peu de génération et on parlait aussi de différents types de marques qui s'adressent à différents types de publics. Comment tu fais pour faire naviguer tes publics entre toutes ces marques? D'abord, pour la rétention, c'est sûr que pour un festival, c'est un volet qui est important parce que sinon, c'est comme recommencer à zéro à chaque année. Et donc là, ça prendrait de l'investissement massif pour toujours renouveler. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on essaie d'avoir un équilibre entre on veut avoir du nouveau public qui commence, donc qui pense qu'ils sont rendus là à vivre cette expérience-là. Mais à la fois, garder les publics qui nous suivent depuis des années et qui
en fait, aujourd'hui, contribuent à maintenir l'expérience puis faire que ces marques-là vont bien. Donc ça, c'est sûr que c'est un défi qu'il faut surveiller toujours pour se dire: «Hey, écoute, là, cette année, je pense qu'il faut qu'on continue nos efforts de ramener du nouveau public» ou «Hey, peut-être que cette année, sur cette marque-là, il faut qu'on continue de parler à ceux qui nous suivent depuis longtemps». Donc ça fait partie des discussions en début de projet. Maintenant, effectivement, le public évolue. Donc là, c'est pas parce que tu étais dans cet univers-là pendant 5 ans que ça correspond à ta réalité. Et c'est là que c'est intéressant, donc je reviens au début, d'avoir plusieurs marques, parce qu'on peut s'assurer de cet élément-là. Par exemple, Off Picnic, qui est une extension qui a quelques années maintenant par rapport à Picnic, prend lieu le jeudi, vendredi, samedi. Donc ça peut convenir beaucoup plus à un public qui a un horaire différent, par exemple, qui a une famille aujourd'hui, donc qui peut se permettre d'avoir ces soirées-là plutôt que le dimanche, qui est la préparation de la semaine. Alors ça, c'est en tant qu'entreprise multicolore, mais on peut réfléchir à ça, puis on peut l'identifier parce qu'on est très proche de notre public, on les écoute quand ils nous écrivent, quand on les demande, on a toujours une tribune pour eux, qui fait que on voit un peu c'est quoi les besoins en fait de nos audiences. Et là, évaluer qu'est-ce qui nous manque pour vraiment s'assurer qu'on compte ça. Est-ce que c'est une marque qu'on a déjà pu le faire en s'adaptant, ou bien on ne peut pas et donc il faudrait considérer autre chose? Est-ce que finalement le off picnic, c'est pas né aussi de ce constat quelque part que finalement tu sais, les gens avaient grandi avec pique-nique parce que tu sais, pique-nique, tu sais, c'est l'audience du pique-nique est large quand même, tu vois. Oui, c'est des centaines de milliers de personnes. Ben, ce qu'on peut dire aujourd'hui avec le recul, c'est que certainement ça l'a aidé du moins à cette continuité dans l'univers de pique-nique par Mm. rapport aux gens qui étaient là il y a des Ouais. années et qui sont encore là aujourd'hui. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu arrives à voir des migrations de tes publics? Est-ce que tu arrives à voir des flux quelque part justement, on parle pour pouvoir suivre tout ça, c'est de collecter un peu de data. Est-ce que tu arrives à voir des flux de migration de tes différents publics? Ben, l'exemple de Picnic, je pense que c'est un très bel exemple parce qu'effectivement, on l'a vu entre les marques, Off et Picnic. Mm. On le voit que, disons que la proportion de personnes qui nous suivaient initialement à Picnic ont trouvé preneur auprès des expériences de Off Picnic, à travers le temps. Et on voit aussi donc que ça laisse une belle porte d'entrée pour, ceux qui s'initient en fait sur l'expérience. C'est un des éléments que la donnée nous a permis de voir en fait cette complémentarité de ces 2 offres-là, qui a permis d'une part de garder le public qui était là depuis longtemps, et donc d'avoir une vitrine pour des nouveaux publics. Une grande marque qui maintenant a pu agrandir un peu l'audience en desservant puis plus de journées aussi actives. Donc ça, c'est vraiment un bel exemple et une belle nouvelle pour cette marque-là. Je sais pas, moi je suis restée 20 ans à Montréal. Tu sais, j'ai grandi avec Pinique électronique, j'ai commencé à y aller à 25 ans, on peut y aller à 40 ans. Tu sais, mais comment on fait pour rejoindre des publics qui sont plus les mêmes aujourd'hui? Est-ce que tu vois des 18-25, ils vont à pique-nique électronique? Est-ce que c'est le même public que moi quand j'avais 18-25 ou est-ce que ça a changé? Est-ce que tu peux les rejoindre avec la même offre? Ou comment on fait aujourd'hui justement avec ça? C'est un grand défi justement parce que faut comprendre la culture dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, les médias sociaux sont plus présents, l'influence est plus présente, les comportements juste de sortie sont différents. Donc, la consommation d'alcool a changé, par exemple, pour beaucoup de ces gens-là. Donc, c'est sûr qu'il faut s'adapter. Alors, il faut adapter la marque, il faut adapter l'offre. En même temps, c'est des gens qui, comme tu l'as dit, c'est des marques qui sont tellement établies, qui ont déjà une signification super forte de ce qu'elles représentent, qu'il ne faut pas changer complètement non plus parce qu'ils t'apprécient pour ça. Mais oui, il faut faire des petits ajustements ici et là. Et donc, pour ça, il faut faire de l'écoute, par exemple, auprès de nos audiences ou de s'assurer de donner les tribunes pour comprendre où on se situe actuellement, les besoins qui semblent émerger de la part de cette audience-là précisément. Il faut toujours baigner dans la culture. La culture, c'est autant d'écouter des séries populaires que d'aller un peu plus sur Internet pour repérer les codes de génération. Puis aujourd'hui aussi, c'est que ça transcende tout ça parce que quelqu'un d'une génération peut aussi avoir les codes d'une autre génération parce qu'il baigne dans cet univers-là. Tu sais, tu peux aimer la musique des années 80, 90 aujourd'hui, même si tu es plus jeune. Tu peux avoir des référents de ces époques-là. Et donc,
ça change un petit peu ta consommation d'expérience musicale également. Fait que je pense que ça prend ces 2 niveaux de sensibilité-là pour pouvoir toujours ajuster, l'offre et les marques, en l'occurrence. Ah ouais, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc, tu sais, il y a le niveau de lecture de la génération et de la sous-culture de la génération. Et ça, on le vit beaucoup parce que en 2 marques qui peut s'adresser je vais Mm, dire ça, je vais dire, disons les 18-24 pour mm, faire simple. Ça ne veut pas dire que nos 2 marques vont parler de la même façon à mm, ces ouais, gens-là, parce que dans le contexte, par exemple, de Palomosa, qui est notre festival au mois de mai, qui lance mm, l'été, c'est des gens qui sont très dans la culture Internet, mais aussi très, très branchés sur la musique, des mm, styles qui sont peut-être moins grand public, mais qui sont toutefois très mm, intéressants. Donc, il faut creuser beaucoup plus loin pour parler à ces gens-là, puis pour avoir cette belle compréhension de cette marque-là. Mais c'est très le fun parce que ça nous mm, permet d'avoir un nouveau public, ça prend une lecture différente parce que les choix, les goûts varient mm. aussi. C'est l'œuf ou la poule, c'est tu montes la marque et ensuite tu regardes quelle génération ça touche ou tu regardes les habitudes de ta cible, de ton public et ensuite tu montes la marque. Un dialogue permanent entre les deux. Une fois que ça existe, c'est un dialogue permanent. Mm, mm, Fait que je pense que si tu regardes l'histoire, c'est né du fait qu'on sortait les événements par rapport à Pique-Nique d'un dimanche mm, de soir et donc on crée une marque, c'est mort. Yes, on crée le plus grand festival le plus mm, froid au monde. Donc, les marques sont nées après ce qui existait déjà. Mais une fois que c'est là, une fois que tu as créé ta marque, faut le dialogue. mm, Il faut le dialogue entre les 2 pour s'assurer que ça a pertinence tout le mm, temps. Parce que si tu n'as plus ce dialogue-là, ben, probablement que tu vas peut-être plus autant rejoindre les gens, mm. de la manière que tu souhaitais le faire. En fait, c'est en mouvance constamment. T'es pas, t'es, une marque, elle peut pas rester figée dans le temps. Elle est toujours en train de se mettre à jour, d'aller rejoindre son ou ses publics en fonction de leurs besoins. Même si la marque, elle a des contours définis, il faut toujours l'ajuster. C'est une itération continue, autant qu'un humain, dans le sens Ouais. que notre identité, Mm, varie, même si on reste la même personne. mm. C'est un peu ça pour une marque aussi. Alors moi, je vais basculer un peu dans la data, parce que c'est quand même nada to data, même si on est en fil rouge, on a quand même beaucoup ça pendant cet épisode. T'es, quelque part, qu'est-ce que toi, tu vas aller collecter, demander je sais qu'on a parlé de sondage, mais comment tu fais justement pour faire évoluer la marque, connaître mieux tes publics, ajuster ta stratégie et quel rôle, quelque part, la donnée joue dans ce processus-là? Ouais. C'est fou parce que cette année, un des éléments que j'ai beaucoup réalisé, c'est quelque chose ne remplacera pas d'être sur place et de regarder le public réagir aux Ouais. choses. C'est une donnée faut jamais oublier, même si elle n'est pas stockée nulle part, parce que c'est un très bon indicateur de l'engagement. Mm, Autrement, effectivement, on mesure l'engagement sur différentes manières sur nos plateformes. Tu sais, est-ce que ne serait-ce qu'à l'annonce d'un artiste, que de certains contenus. C'est un peu ce qui va nous guider dans certains sens. Et après, ben, c'est sûr que connaître les préférences mm, de nos festivaliers en termes musicaux est très important. Puis il y a plein de manières d'accumuler ces informations-là, soit par les spectacles qui ont décidé de venir voir, les festivals qui ont décidé de venir voir. Puis tout ça nous permet justement de raffiner et commencer à comprendre, OK, quand on est dans cette zone-là, on voit qu'on a beaucoup de gens qui sont intéressés dans cette zone. Donc, c'est sûr que c'est un travail constant, puis je pense que c'est un défi d'organisation et pour beaucoup de monde, c'est d'avoir l'infrastructure de données mm, qui va nous permettre justement de créer ces bonnes vues-là mm, pour continuer d'offrir les meilleurs, du moins de proposer, mm, suggérer les meilleures expériences mm. aux personnes. Ouais. Donc, qu'est-ce qui arrive si tu aimes plusieurs Mm, de ces marques-là? Est-ce qu'on ne peut pas faciliter les choses? mm, Alors, je pense que c'est vers là qu'on s'en va en termes de données. mm. Mais c'est vrai que tu vois, moi, j'ai accroché sur un truc que tu as dit. C'est comme, c'est le terrain. Il n'y a rien de plus pertinent, même si on va collecter de la data un petit peu partout. Le terrain, d'être sur place. Et justement, comment on pourrait envisager de collecter de la data terrain quand on est, quel type de données? Est-ce que justement, est-ce qu'on voit la façon dont les gens se déplacent? Tu vois, comment on pourrait justement enrichir cette connaissance quelque part du public avec
la collecte de data expérientielle sur place, tu vois. Ben, tu sais, la réalité, c'est qu'il existe quand même certaines technologies là, qui Ouais, font ce type d'analyse-là, hein, l'humeur, tout ça, ouais, hein, grâce à des caméras, etc. Mais je pense que, tu sais, aussi simple que d'écrire mes constats, mm, tu sais, au même titre qu'avant, on pouvait faire une ethnographie en ouais, sociologie et d'aller mm, voir quelque part. D'écrire et de stocker ces données-là mm, dans une base mm, interne mm, que dans ce type de spectacle, je pense qu'on a quelque chose parce qu'encore une fois, d'être à -20 degrés, de regarder les gens s'initier à une marque et de festoyer et de remarquer que c'est probablement la première mm, expérience de par comment ils parlent. Et là-dedans, on parle du terrain, il ne faut pas oublier le UGC qui est devenu donc le contenu généré par les mm, utilisateurs, qui est ouais, devenu pour nous mm, un aspect énorme. mm, Fest en ce moment, c'est juste incroyable ce que les festivaliers mm, partagent de leur expérience mm, et nous montrent aussi, nous aident à mm, comprendre le terrain, qu'est-ce qu'ils vivent. Donc ça, par contre, c'est une donnée qui est mm, facilement euh, stockable et qu'on mm, peut conserver et qui nous permet de comprendre. Donc, nous, on s'en utilise beaucoup. Là. C'est des mm, centaines et des centaines de contenus à chaque semaine mm, qu'on peut regarder mm, et que là, on comprend comment les gens s'approprient les choses, les plus qu'ils ont, comment ils étaient dans mm, la foule. Donc, ça, c'est vraiment Donc, tout de rassembler cette information-là et après, c'est ça qui va nous aider à faire les choix qu'on mm. parlait tantôt, s'ajuster, etc. Ouais, faut pas le négliger parce que c'est des signaux, si on les prend pas, on manque 50% de ce qui se passe. Les Ouais. signaux changent. Puis c'est pour ça que, dans la donnée, comme on a souvent l'approche, je suis d'accord, tu sais, courriel, SMS, Mm, c'est super, qu'est-ce qu'il a acheté? Mais dans un monde où l'intelligence artificielle va prendre le dessus, donc internet forcément mm, va changer. Les gens vont peut-être même plus acheter à travers un site web comme ils le faisaient parce qu'ils peuvent avoir accès aux mm, produits différemment. Et mm, donc mm, le social shopping est en train d'exploser aux États-Unis. Les signaux changent. Fait que mm, forcément, les données qu'on a besoin changent. Puis, par données, c'est ça, je pense que nous, dans notre approche, on va ajouter beaucoup de qualitatif, pas mm, juste non plus les chiffres, mm, malgré qu'ils sont super importants, mm, puis c'est la priorité mm. qu'on a. Mais quand on travaille, c'est de rassembler des milliers de personnes pour avoir du plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose qui est humain avant tout, Mm, tu sais, la sérotonine, tout ça. Fait que mm. faut qu'on ajoute cette dimension qualitative dans notre travail. Pour moi, le quali est indispensable dans l'expérientiel. Exact. C'est de trouver en fait cet équilibre. Donc la collecte de données qualitatives, quantitatives, elle évolue aussi au fur et à mesure en fonction des marques, en fonction des publics, en fonction de leurs habitudes. Bref, c'est multifactoriel. Ouf, oui, 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 parce que ça change vite aussi. Mm, Ça, c'est la réalité. Fait que donc je pense qu'il faut vraiment rester à l'affût. Mais tu sais, ça revient à un élément qui est fondamental, c'est comment toujours garder un bon contact avec mm. l'humain. Ouais. Et c'est vrai, mais il faut pas perdre cette dimension humaine-là. Mm, Puis si on garde ça comme objectif principal de comprendre fondamentalement qu'est-ce que la personne recherche comme mm, expérience, ben, c'est plus facile de mm. faire les bons choix ou du moins de s'ajuster. Tu sais, le but de tout ça, c'est d'avoir la meilleure relation possible et d'avoir les meilleures informations, les informations les plus pertinentes pour créer une relation le plus vraie, le plus durable entre la marque, les publics. C'est ça le but, hein. Donc, faut pas perdre de vue ça. Le mot relation est important. C'est une relation qui existe, entre la marque et le festivalier. Fait qu'il faut maintenir cette relation-là en vie de différentes manières. J'ai envie de te poser une question. Comment tu vois le plus grand défi des marques dans les prochaines années? Les défis des marques, autant sur Multicolore que la marque en général, la marque culturelle. C'est quoi les défis pour toi? Le défi qu'on voit, c'est qu'il y a une fatigue en ligne. Il y a une fatigue de consommation de contenu. Mais en même temps, on est hyper digitalisé, c'est-à-dire que, les temps d'écran sont super élevés. Donc il y a comme un paradoxe entre pour faire vivre des expériences, il faut réussir à passer à travers le en ligne. Mm, Par contre, les gens ont de plus en plus besoin d'être en vrai. Donc là, on va faire face à ce mm, défi-là, où on va avoir accès à tellement d'outils, mm, tellement de choses, tellement d'intelligence artificielle, qui vont peut-être enlever la couche qu'on se parlait tantôt qui est celle de l'humain, mm, ce layer humain-là. Puis je pense que ça va être vraiment ce défi-là pour vraiment
comprendre, en fait, ce qui se passe, pour vraiment avoir un vrai pouls, un pouls qui est pas, artificiel, qui est pas comme masqué de plein de choses en ligne. Comment on fait du bon contenu? C'est une question parce que là, il y a tellement de standards qui se créent dans les algorithmes de ci, puis ça, ce format-là, il fonctionne. Fait il y a comme des mécaniques. Mais comment briser ces mécaniques-là, ces mécanismes-là? Fait que pour moi, le défi, ça va vraiment être ça, c'est que malgré tout ce qui se passe, cette effervescence-là, comment on ramène cette touche humaine pour connecter, là, avoir une connexion, ça va être très difficile. Ouais, c'est un défi. Effectivement, il y a ça. Et puis, tu sais, il y a les nouvelles générations qui sont nées avec un cellulaire dans les mains, qui sont nées avec Internet. Donc, tu sais, on parlait des différentes manières de rejoindre les publics. Ça va avoir un impact aussi, tu sais, de... Mais c'est ça, parce que les moyens de rejoindre les gens continuent d'évoluer, continuent de changer, comment on peut leur parler. Mais d'un autre côté, on sait que pour réussir à parler ou du moins attirer l'attention, en fait, si je résume ça tout simplement, c'est l'attention qui va être difficile. C'est là qu'il faut quand même comprendre ces codes-là. Il faut quand Mm, même comme creuser un petit peu dans qu'est-ce qui fait que l'attention d'un humain va mm, s'orienter vers ce que tu essaies de lui mentionner en ce moment. Tu sais, l'attention diminue en oui. quelques secondes maintenant, là, c'est Mm. fou. Fait que je pense que c'est ça la difficulté. Ouais, c'est comment, en fait, on va continuer de pouvoir rejoindre les publics dans une attention fragmentée avec des habitudes de consommation qui changent. Et en fait, quels sont les nouveaux leviers pour attirer cette attention? Oui, c'est un vrai défi, quoi. Mais Mm, c'est ça, c'est en itération. mm, Comme, parce que ça ouais, va toujours changer. mm, Et selon à qui tu parles, dans quelle culture tu veux te positionner, ça va être différent ouais. également. Si tu avais un conseil à donner à des gens qui veulent justement développer une marque forte, tu sais, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? À quel besoin on répond dans la vie des gens? Je parle aussi d'un point de vue identitaire. Ça veut Mm, dire qu'on a tous un besoin de s'accomplir, d'être quelque mm, chose en tant qu'humain. Puis les marques viennent jouer ces rôles-là, hein. Quelqu'un peut choisir le luxe parce que ça va lui donner confiance. mm, Donc, si on a une marque expérientielle, c'est quel type d'expérience que les gens recherchent qu'ils vont pouvoir intégrer dans leur histoire personnelle. mm. Ça veut dire que quand ils vont le raconter aux gens, ça va vraiment faire partie de ce qu'ils ont envie de raconter dans le froid. Fait que je pense que c'est d'avoir cette sensibilité-là de comprendre le rôle qu'on a à jouer dans l'histoire Mm. que les gens racontent aux autres personnes. Oui, effectivement, parce que c'est vrai que ça colle. On arrive à te coller une identité par rapport à tes actions. Et je trouve ça vraiment intéressant. Comment on fait pour finalement, tu vois, travailler toute cette marque au sein d'un lieu, alors que vous, c'est vrai que c'est complètement, vous êtes multi. Donc, ouais, comment on fait finalement pour faire vivre ces marques fortes à l'intérieur autant des institutions que des salles de spectacle? Je trouve que le cheminement est vraiment intéressant. Oui, Euh, puis parlant de musée, je trouve que le musée, c'est vraiment un exemple intéressant parce que justement, c'est un excellent contexte où donc les musées ont tout à fait à profiter de créer ces marques-là parce qu'ils donnent un ouais. savoir aux gens. Ils leur donnent quelque chose qu'ils peuvent utiliser après pour raconter. Donc oui, c'est une belle porte. Merci beaucoup, Lewis, pour cette conversation. C'était très enrichissant. On a exploré des choses qu'on n'avait jamais explorées dans Nada to Data. On a parlé de festivals, de public, de marques et surtout de la manière dont tout ça évolue. Et j'entends que ça évolue vite, beaucoup et c'est surtout multifactoriel. Merci d'avoir partagé ton expérience et ton regard. Alors, merci à toi, auditeur, d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve à très vite dans un autre épisode. À bientôt! Salut, c'est Nata to Data, le podcast de Karine Ramani. Si tu aimes, pense à t'abonner, à laisser un petit commentaire sympa et à le partager à un ami, un collègue. Peu importe tant que ça circule. À bientôt!